Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Très très Bonjour à bien. tous. Pas tous. Ah, les problèmes de casque, il faut peut-être changer ceux qui n'entendent pas. Et de toute façon, sans casque, vous ne pouvez pas nous entendre. Il n'y a pas d'enceinte, hein. Si vous n'avez pas le petit collier, ça ne marchera pas, je pense. Est-ce que tous les casques sont bons de votre côté? Ouais. N'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de casque, de prendre un casque, sinon vous n'allez pas entendre avec le brouhaha. Et s'il ne marche pas, n'hésitez pas à le changer. Euh, donc là, j'imagine, je dis ça aux gens qui entendent, donc ce n'est pas nécessaire, qui ont le casque, avec qui ça marche bien. Mais ils peuvent dire à leurs voisins d'à côté. Bonjour à tous. Donc on va vous faire une présentation avec un retour d'expérience. Comment? Ah, là, il faut demander à la régie. Si vous entendez la conf d'à côté, c'est un autre problème. Du coup, c'est pas la même conf. Il faut mettre 6 pour être dans la conf ici. Donc, je pense que maintenant, au niveau opérationnel, on peut démarrer. Déjà, un petit sondage. Qui sait de quoi on parle quand on parle de surface d'attaque externe? Est-ce que ça parle aux personnes ou pas? Il y a des gens qui lèvent la main, d'autres qui ne lèvent pas la main. Donc là, il y a des gens qui ne savent pas, on va dire, que veut dire la surface d'attaque externe. Et ceux qui savent la surface d'attaque, est-ce qu'ils savent comment s'y prendre? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, ici, savent comment s'y prendre? Ok. Bon, bah, ça nous fait un bon public. Du coup, on va enchaîner avec l'objectif. Donc, c'est autour de la surface d'attaque externe et en mode retour d'expérience. Alors, juste une petite courte présentation sur le cabinet de conseil AlgoSecure. Donc on est un cabinet lyonnais, pure player lyonnais. Et on a évolué au fur et à mesure du temps en termes de métier cyber. On a commencé à l'époque, en tout cas ça s'appelait la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui on parle de cybersécurité. Et puis le métier a évolué au fur et à mesure du temps avec plusieurs typologies de métiers. En synthèse, ce qu'il faut retenir, on est un cabinet de conseil qualifié PASI de l'ANSSI, donc on intervient beaucoup sur la partie audit. On est également certifié ISO 27001, donc là c'est tout ce qui est la partie conseil autour de la gouvernance. On fait beaucoup de réponses à incidents et de la CTI. Et c'est sur ce focus, on va dire, réponse à incidents, CTI et pentest, ça sera autour de cette thématique-là par rapport à ce que vous en présentez le reste. Donc voilà, on fait de la réponse à incidents depuis 2016. Et globalement, c'est un collectif donc, de taille humaine. On a une soixantaine de personnes. On essaye de réunir des gens passionnés de la cyber et on espère passionnants aussi pour ne pas s'ennuyer, tant qu'à faire. Eh bien, vas-y, si tu veux te présenter. Ouais. Donc, bonjour à tous, donc, Thomas Levode, donc, je suis product owner sur la plateforme Algo Lighthouse qui traite justement des sujets de surface d'attaque externe. Et j'ai également une casquette donc, au sein du CERT où je suis le responsable et je suis, pour l'info, je suis rentré en tant que pentester il y a 4 ans au sein d'Algo. Et on va vous le présenter. En fait, la plateforme est issue de 2 projets R&D qu'on a développés. Donc un qui était vraiment focus sur les fuites de données au sens large et un autre sur le scan, on va dire, de périmètres externes de manière continue sur voilà, des grands périmètres initialement. Et du coup, moi, c'est Hicham. Moi, j'ai 2 casquettes. Je suis le dirigeant d'AlgoSecure et également j'ai une casquette directeur technique où globalement, j'interviens sur la partie projet, notamment sur la partie feuille de route. Et je suis de formation ingénieur, en tout cas en SSI, en tout cas à l'époque, avant même que l'ANSSI, déjà, ça s'appelait la DGSSI, la Direction Générale de la Sécurité du Système d'Information. Je suis de cette époque-là, pas trop vieux, mais pas plus trop jeune non plus. Comme beaucoup d'ailleurs de gens ici. Allez hop. Du coup, en fait, il y a 2 approches sur la cybersécurité. Souvent, on parle du côté régalien, pour la partie conformité. On doit cocher des cases, etc. parce que c'est la directive Nice, parce que c'est l'exigence DORA, parce que c'est le RGPD, etc. Il y a cette approche-là. Et puis, il y a une autre approche. En fait, moi, je veux sécuriser mon entreprise parce que je ne veux pas me faire poutrer. Donc, une approche plus pragmatique, plus terre à terre. Et comment les attaquants font et comment moi, je dois m'y prendre. Voilà. Donc, il y a 2 écoles. Pour moi, en fait, elles sont complémentaires parce que la conformité, on doit, en fait, on peut pas. C'est aussi, il y a des fois des contraintes légales et même, voire même des sanctions pénales qui sont derrière. Donc, on doit s'y prendre. Mais la conformité pour la conformité, l'amour du processus pour le processus,
ça devient un boulot plutôt chiant et il y a quand même pas mal de gens qui s'ennuient quand on passe toute la journée à cocher des cases. Par contre, quand on aborde ça avec une approche pragmatique et on se dit, bah, tiens, je me mets à la place de l'attaquant, je veux savoir comment ça se passe pour ma surface d'attaque externe, c'est une autre approche. Juste un petit mot, et je veux bien que tu réagisses aussi, sur la partie cybersécurité, cybercriminalité plutôt. Parce qu'avant d'arriver à tous ces éléments-là, on a analysé aussi l'écosystème cybercriminel. Il y a eu pas mal de fuites en fait, sur les cybercriminels, suite notamment au conflit russo-ukrainien, comme le groupe Conti, etc. On s'est aperçu que globalement, c'est des boîtes en fait, qui sont derrière, avec des gens avec une approche plutôt industrielle. Et toutes les attaques aujourd'hui qu'on voit, on dit des attaques massives, etc., elles sont toutes ciblées. Sauf qu'elles ont une approche sur le ciblage, soit on cible parce que c'est une techno et on sait qu'elle est vulnérable, soit on cible un métier ou un secteur parce qu'on sait qu'il est lucratif, soit on cible une entreprise spécifique parce qu'il y a des enjeux étatiques ou d'espionnage, etc. Déjà, ça c'est un postulat de base. Aujourd'hui, toutes les attaques sont ciblées. Maintenant, c'est comment en fait, on répond, comment on entreprend pour être résilient face aux tentatives d'attaque. Un autre point aussi hyper important, c'est la rapidité. En fait, dès qu'il y a une faille, et ben en fait, le lendemain, tout le monde essaye de l'exploiter parce qu'il y a tout un écosystème. Il y a des gens qui, entre guillemets, qui développent des outillages derrière. On parle du ransomware services, mais il y a des gens aussi qui vendent en fait ces vulnérabilités. L'écosystème en fait derrière, dès qu'il y a une faille, il est quand même très rapide. Aujourd'hui aussi, en fait, au-delà de l'LLM et de l'IA assez classique pour le phishing un peu précis, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous n'avez plus de phishing avec des fautes d'orthographe, etc. Mais il y a aussi l'usage en fait, de l'IA, on parle de MCP, on parle en fait, des approches totalement automatisées avec un niveau de technicité assez poussé et derrière qui fait que les attaques sont plutôt précises. Et puis derrière, comme je parlais tout à l'heure du modèle économique, derrière, il y a des gens qui développent des outils, ils gagnent de l'argent en vendant ces outils. Il y a des gens qui vendent uniquement les failles, et entre guillemets, ils gagnent de l'argent à ce niveau-là. Il y en a qui cliquent entre guillemets pour faire le rançongiciel, etc., qui l'exécutent, ils gagnent de l'argent. Il y a des gens qui servent de mule, comme un écosystème, je dirais, plutôt bien huilé. Et inutile de dire qu'on parle de Shadow IT. Souvent, le Shadow IT interne, ça vient d'un contexte où on a envie de bien faire. On veut aider l'entreprise, etc. Donc, on développe un petit script à côté, une petite appli à côté, sans, entre guillemets, informer son RSSI ou son DSI, etc. Mais le Shadow IT externe, ça existe aussi et c'est encore beaucoup plus dangereux. Parce que le Shadow IT externe, la surface d'attaque qui est en face, tout le monde peut y accéder. Donc, si on ne contrôle pas ça, avec... ça, c'est un point quand même Shadow IT hyper important. Je ne vous cache pas que maintenant, avec le télétravail et les infra hybrides, cloud, on-premise, etc., ça fait que bien connaître en fait, son périmètre d'un point de vue externe n'est pas si simple que par rapport il y a 10 ou 15 ans en arrière où on avait un firewall, on pourrait scanner sa surface de port et on dit voilà tous mes applis qui sont visibles depuis une externe. Aujourd'hui, il faut se lever relativement tôt pour pouvoir bien comprendre en fait, sa cartographie externe, surtout dans des contextes de TI. Et ouais, justement pour compléter, nous ce qu'on voit côté CERT, en tout cas sur les différentes réponses à incidents qu'on peut faire, c'est notamment, je voulais mettre le point là-dessus, c'est la spécialisation en fait des attaquants. C'est-à-dire que chacun a un rôle bien défini. Alors, on parle d'organisation, de groupe organisé, etc. Mais un peu comme on pourrait l'avoir pour nos pentesters qui ont un peu des chapeaux, enfin des casquettes différentes, spécialistes cloud, spécialistes de l'interne. On retrouve la même chose chez les attaquants et du coup, de ce fait, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus efficaces dans leur mode opératoire. D'ailleurs, on le voit sur tous les rapports CTI. Et c'est vraiment ça qui évolue en ce moment. Notamment sur la partie info-stealer où aussi on a des groupes très organisés qui vont avoir du code tout simplement qui va donc infecter la victime d'une part, mais derrière ils ont toute une phase de traitement de cette information puisqu'ils remontent énormément de données, souvent des mots de passe par exemple des navigateurs, que ce soit sur des comptes professionnels, des ordinateurs personnels par exemple de personnes, et qui vont derrière avoir tout un traitement d'une chaîne, une valorisation aussi de ces accès jusqu'à être revendus derrière et racheté par des gens qui sont spécialisés sur l'intrusion, faire des rebonds, essayer d'exfiltrer, etc. Donc il y a vraiment toute une chaîne comme ça qui se professionnalise et qui du coup fait qu'ils sont de plus en plus efficaces aussi sur leurs intrusions.
Du coup, ça, c'est un point de notre vécu, de notre CSIRT en fait, local derrière. Globalement, les gens qui ont eu des attaques majeures, notamment des grands groupes industriels ou des collectivités ou des hôpitaux, etc., souvent, en fait, c'était des vulnérabilités relativement basiques. Et si vous regardez les top 10 des vulnérabilités, il y a l'ANSSI chaque année qui publie le top 10 des vulnérabilités, et ben souvent, les gens sont fait poutrer parce qu'ils n'ont pas vu les bonnes pratiques par rapport à ces top 10-là. Je prends l'exemple, tout le monde connaît Fortinet, etc. Quand il y a eu des vulnérabilités sur le Fortinet, moi je l'appelle un peu Fortifail, parce que globalement c'était des vulnérabilités très élevées sur l'échelle. En fait, des fois c'était 10 sur 10, donc on ne pouvait pas mieux faire. Il fallait juste se connecter sur une URL et on avait la liste des personnes qui étaient connectées avec les logins mots de passe en clair. Donc on ne pouvait pas faire plus simple. Donc il y a eu Netscaler, il y a plusieurs, j'ai rien contre Fortinet, hein, c'est un bon produit, entre guillemets, bon marché, mais quand il y a des failles, c'est quand même relativement grave. Donc on s'aperçoit que pourquoi on se dit putain, une faille comme ça qui a été publiée et parfois publiée 18 mois avant avec le correctif, etc. derrière, pourquoi les équipes n'ont pas pu en fait, corriger cette faille-là? Si on regarde notamment dans les contextes d'ETI et de grands groupes, on s'aperçoit que souvent les équipes cyber et l'équipe IT, elles sont quand même sous-staffées et on chôme pas. Et donc voilà. Et on s'aperçoit aussi qu'ils ont des outils. Des fois, ils ont des EDR, ils ont des applications, ils ont même des fois un micro-SOC ou un SOC. Mais en fait, ça pop de partout. Donc en fait, il y a beaucoup de vulnérabilités, de remontées et de failles. Et quand ils sont 2 ou 3, ils font du support utilisateur, ils font aussi du soutien au projet, etc. C'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on appelle ça, l'infobésité en fait. On a beaucoup d'infos, beaucoup de failles, et du coup, des fois, il y a des failles majeures qui passent à la trappe qu'on ne voit même plus. Ça, c'est un point quand même assez commun. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au Shadow IT, connaître son périmètre externe entre la com qui commande des choses pour publier, etc., qui est parfois interconnecté à l'AD, etc., on a du mal en fait à avoir une carto avec le cloud, etc., ou avoir une cartographie claire. Et ensuite, au day-to-day, en fait, repérer le bon grain de livret et faire entre guillemets une to-do list pragmatique, c'est très facile à dire. C'est pas si évident que ça à faire dans le quotidien, dans le flux du quotidien. Donc ça quand même, ça réunit en fait, je pense que, je ne sais pas ici, je pense qu'il y a plusieurs points. Si vous êtes dans l'IT, il y a des points où vous, entre guillemets, que vous vivez. Quand je parle d'infobésité, je pense que c'est pas quelque chose. Voilà, on peut pas dire aujourd'hui si vous êtes inscrit à la mailing list de Certaffer et vous avez tous les trucs de l'éditeur, plus vous avez un petit Nagios, plus tous les pop-up de l'EDR s'il est configuré un peu entre guillemets mode rapide. Le matin, si vous juste vous traitez ça, en fait, vous n'avez pas fait votre journée. Et face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, dans notre approche, c'est d'avoir une approche pragmatique. On ne va pas en fait révolutionner entre guillemets le monde, etc. Mais c'est de se dire comment on aborde ça d'une manière pragmatique et sans stress. Rome ne s'est pas faite en une journée. Moi, je crois beaucoup à la loi Pareto. Il y a que parfois, il faut être stratège. Je mets 20% de mon énergie, mais ça m'amène à un niveau de sérénité qui fait que ma SSI est en fait pertinente. Donc notre approche avec Algo Lighthouse, c'est de se dire les équipes, elles sont quand même tendues. Comment on peut être en fait en espèce d'équipe entre guillemets avec eux, ça serait une extension en fait de cette équipe, et comment on les aide en fait à prioriser les tâches pour être pragmatique. Si je vous remonte que vous avez 15 000 failles SSL, etc., et je vous remonte sans vulnérabilité, alors que vous avez peut-être un équipement externe qui n'est pas à jour ou qui a un compte qui est leaké, qui est valide, et je le remonte en même temps, c'est complètement bête parce que je vais le noyer. Même si je le mets en priorité haute, si je vous envoie en fait 200 alertes avec, on va dire, 190 mineurs et 8 entre guillemets moyens et 2 majeurs, et en fait ça peut être noyé. Si je veux être entre guillemets smart, comment j'augmente votre efficience opérationnelle? Et on va essayer de l'évoquer à l'instant. Du coup, les piliers de notre approche, ça vient du pentest et de la cartographie en continu. L'idée, c'est d'avoir une vigilance permanente sur votre surface d'attaque, au moins d'un point de vue asset en fait, externe, et de pentest sur les vulnérabilités majeures.
faire de l'OSINT et en fait de l'OSINT et de la CTI, notamment sur tout ce qui est milieu écosystème cybercriminel. Donc on analyse et on regarde s'il y a des leaks qui sont valides, s'il y a des gens qui parlent de vous dans le dark web, c'est qu'il y a quelque chose quand même derrière. Si on vous le remonte en avance de phase, c'est quand même plus sympa. Et ensuite, comment en fait on contextualise par rapport. Si je vous remonte, en fait, je prends un exemple souvent concret. Je vois un login mot de passe de votre entreprise en fait, qui circule, mais je sais que le mot de passe est 10 caractères, mais derrière, si je ne contextualise pas et que je n'adapte pas, si j'ai votre PSSI, je sais que votre PSSI, vous utilisez du MFA, et ben cette vulnérabilité-là, au lieu de la mettre en majeur, je vais la mettre juste en mineur, attention, etc. C'est pas bien grave. Pareil, si je sais que votre politique de mot de passe, c'est 15 caractères, et là, je vois que c'est que 10, par contre, si je vois que ça correspond à votre politique, là, je vais peut-être le tester par rapport à vos actifs VPN et le remonter, l'alerte est pondérée. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est vous proposer en fait une feuille de route adaptée et personnalisée en fait par rapport à la vulnérabilité, par rapport à votre contexte. Parce que entre guillemets une fuite, ça peut être grave ou comme ça peut être juste du bruit. Et donc c'est à nous de pondérer, d'où la nécessité en fait. Nous, il y a beaucoup de gens ici qui parlent de l'IA, etc. et autres. Nous, on utilise beaucoup l'automatisation et un peu d'IA, mais le nerf de la guerre, en fait, c'est l'humain, c'est l'expertise humaine. Et les gens qui analysent ça, c'est des analystes offensifs, des gens qui viennent de la réponse à incident et du pentest, et qui permettent en fait d'établir en fait cette feuille de route personnalisée. Vas-y, si tu veux commenter ce diapo. Ouais, du coup, un petit mot sur l'arrière-boutique. Donc, effectivement, comme disait Hicham, ça vient de l'expérience, d'une part, d'AlgoSecure sur le pentest. Donc, en fait, c'est tous les outils qu'utilisent les pentesters un peu tous les jours vont faire automatiquement à partir du moment où ils vont démarrer une mission. Donc, on a automatisé toute cette partie qui nous permet du coup de scanner notamment sur le premier module, typiquement qui est la découverte d'assets et les technologies. Donc, on va rechercher tous les jours s'il y a eu des nouveaux sous-domaines qui ont été enregistrés pour nos clients, par exemple. On va récupérer derrière toutes les infos d'adresse IP, les certificats, etc. Derrière, dans le but ensuite de scanner l'ensemble des ports qu'on va pouvoir identifier, faire des tests de vulnérabilité. Donc on a un outil interne Pollinizator qui est utilisé par nos pentesters et qu'on a branché du coup à notre plateforme pour faire ces scans de vulnérabilité là. Et on va en même temps sur l'autre volet faire tout ce qui est recherche sur du typo squatting par exemple, pour identifier d'éventuelles pages de phishing sur des noms de domaine proches de nos clients. Pareil, on se base sur une quinzaine de checks qu'on va faire sur les titres des pages, s'il y a des entrées MX et ce genre de choses. On a également le volet Dark Web où là on a une part automatisée mais aussi quand même beaucoup de manuel puisque c'est assez dur de rentrer de manière pérenne dans des réseaux qui sont justement faits pour pas trop être connus. Et également, donc nous on parle d'OSINT, donc c'est un peu au sens large parce que dans l'OSINT on peut y rentrer beaucoup de choses, tout comme la CTI, mais l'idée c'est d'aller faire des recherches, c'est encore une fois de se mettre dans la peau de l'attaquant qui chercherait à nuire à l'entreprise, donc c'est vraiment notre job, et donc d'aller aussi chercher tout ce qui peut être documents confidentiels sur nos clients, donc à travers des Google Docs, des techniques qu'on va avoir et dont on suit un petit peu ce qui se fait aussi côté attaquant pour être à jour là-dessus. Et surtout, la fuite d'identifiants qui est quand même un des gros sujets en ce moment, enfin depuis déjà des années, mais l'idée c'est qu'avec la plateforme, comme on connaît déjà tous les portails, enfin toutes les portes d'entrée de nos clients à travers la découverte, on peut rapidement aussi faire le lien entre les fuites qu'on va trouver et justement ces portails-là. Donc nous, quand on a l'accord, et c'est le cas tout le temps, on va tester les identifiants qu'on trouve. Justement, on sent que ça correspond à des politiques, etc. On va tester les identifiants dans le but d'être vraiment proactif. C'est-à-dire que si on rentre sur le compte, on appelle le client tout de suite pour qu'il bloque le compte. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est ce côté proactif de pouvoir surveiller en continu les vulnérabilités. En synthèse, au-delà de la partie outillage, c'est vraiment de se viser, dire comment avoir une approche pragmatique et efficiente en fait sur l'externe parce que ça peut être tout de suite dangereux. Là, comment ça se passe en fait sur la partie delivery? Donc souvent on fait un responsable de compte et avec un suivi régulier en fait qui peut être mensuel ou trimestriel en fonction de la criticité et la taille du compte. Et derrière, on pondère en fait. Et par exemple quand on fait le onboarding, quand on onboard une société, souvent il y a beaucoup de vulnérabilités.
eh ben, on ne va pas les ouvrir en même temps. En fait. On va ouvrir uniquement les majeurs au début et le reste, on le met en stock parce qu'on ne veut surtout pas inonder en fait, les gens dans l'opérationnel parce que c'est eux qui vont faire les actions de remédiation, même si on met un niveau de détail en fait, sur comment faire. Mais il faut plutôt se dire, bah, OK, au lieu de lui envoyer toutes les failles, bah, je vais lui envoyer que les 2 qui sont majeurs. Et éventuellement, je l'appelle pour insister si c'est un truc exploitable immédiatement. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, il les a corrigés. Bah, je commence à redescendre, etc. Et l'amener en fait, progressivement vers une boucle d'amélioration continue. Donc c'est ça qui est. Et derrière, s'il y a besoin, on a une équipe donc, de réponse à incidents et de levée de doute, et également d'équipe dans l'offensive qui peut venir encore un peu plus. S'il y a besoin, il faut creuser, quoi. Et ce qu'on note souvent d'ailleurs dans les débuts de contrat avec nos clients, c'est que globalement les 3 premiers mois, il y a pas mal de travail du fait de l'historique, suivant si le client a déjà des outils là-dessus, de leaks, etc. Mais comme disait Hicham, on va quand même se concentrer sur ce qu'il y a de plus critique tout de suite, à patcher, et effectivement aller après dans du plus sur du défaut de configuration, des choses qui peuvent être un peu moins sensibles. De là à lisser un petit peu le nombre d'alertes aussi qu'on envoie par mois. Et après, dans le but aussi d'alerter le client vraiment quand on trouve quelque chose de nouveau et qui est urgent. Voilà, c'est ça le principe. En termes de bénéfices, c'est des choses simples, mais c'est pas si facile que ça. En fait, le less is more, qui est quand même un credo dans pas mal de ventes, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et ben, en fait, il faudrait un pilotage simplifié, donc quelque chose de simple et basique sur la feuille de route quand on met en fait sur la partie remédiation. C'est d'avoir une approche proactive et pondérée par rapport à la vulnérabilité, par rapport au contexte client, et lui dire, bah voilà, tu as 15 000 infos qui pop, etc. Bah nous, on n'envoie pas encore plus d'infos comme n'importe quel outil, mais on t'envoie au fur et à mesure, et on doit avoir en fait cette relation de proximité. Et il y a des contextes où la cartographie du périmètre externe évolue, notamment dans des grands groupes ou des grosses ETI, où globalement il y a des boîtes qui développent, etc. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et bah, du coup, ça, c'est pas évident d'avoir une cartographie à jour. Bah, c'est hyper important de se dire, bah, tiens, il y a ça, j'ai tel partenaire qui est en train de développer pour moi, mais c'est mes data quand même. Donc du coup, il faut quand même que je surveille. Donc, en synthèse, se dire, bah, il faut être tout simplement se concentrer sur l'essentiel. Un mot du coup sur la plateforme un petit peu, puisque évidemment on manipule des données qui sont assez sensibles, donc on a du coup développé cette plateforme depuis le départ à Lyon, donc avec une équipe de développeurs qui est en interne chez nous. Donc c'est une plateforme qui est proposée sous format SaaS. On a du coup chaque infrastructure client qui est dédiée, isolée, donc avec des bases de données chiffrées pour chacun de nos clients. On est bien sûr hébergé en France, beaucoup chez OVH et un peu chez Scaleway. Et voilà, toute l'équipe de support, que ce soit analyste, pentester, etc., est localisée à Lyon. Donc c'est aussi là-dessus qu'on met l'accent sur la plateforme, c'est qu'on a une communication qui est assez fluide avec nos clients, puisque sur chaque alerte qu'on va remonter, typiquement il y a un espace de commentaires où on peut échanger. Le client nous pose des questions, est-ce que vous avez plus d'infos sur cette vulnérabilité, est-ce que vous pouvez la poker, etc. Voilà. On peut aller plus loin dans l'investigation aussi. Et surtout, bah, voilà, toute l'expertise qu'il y a eu côté pentest avant, qui nous sert beaucoup sur la partie offensive. Et encore une fois, dans le but de détecter dès qu'on peut les vulnérabilités et des vulnérabilités avérées surtout. C'est pas juste de remonter, ok, il y a une CVE 9.8, etc. C'est aussi de donner du contexte à chaque fois, parce que des vulnérabilités, on sort tous les jours. Donc comment est-ce qu'on arrive aussi à mettre le curseur sur ce qui est vraiment urgent à patcher et qui ne l'est pas. Ça, on le fait notamment voilà, avec cette expérience sur la partie pentest, sur les POC qu'on peut identifier aussi sur les différents GitHub ou forums. Et voilà, le but, c'est encore une fois de faire gagner du temps à nos clients là-dessus. Là, on va vous faire des retours d'expérience. Ça, c'est des vulnérabilités de cette année. Donc, qu'on a découvert avec l'outil, on en a pris 4. Et pour rentrer un peu dans le détail et comment ça se passe et quel est l'impact derrière en termes d'incidents, etc. pour vous donner des éléments clés. Je préfère plutôt, au lieu de montrer l'outil, etc. et autres, mais plutôt de faire quelques exemples retour terrain. Est-ce qu'on a des clients qui sont concernés dans les trucs ici? Je ne sais pas. Non. Mais ils ont été anonymisés dans tous les cas.
Ouais, comme disait Hicham, effectivement, on préfère aussi vous montrer des exemples réels plutôt que de vous faire une liste de fonctionnalités qu'on peut avoir dans la plateforme. Donc la première qui souligne bien la fuite de données, donc l'UMA qui est un infostealer. Pour le coup ici, donc on a fait un petit graphe sur la droite pour expliquer, mais globalement c'est un admin qui s'est fait infecter son poste perso via un infostealer et qui avait des pratiques voilà, de se connecter sur son poste. Nous on a récupéré l'identifiant, donc vraiment il est remonté dans la console. Au début, on s'est dit c'est un peu gros, il y a quand même pas mal d'interfaces qui ont l'air intéressantes, donc on s'est dit bon, on va quand même tester. Et au final, on check donc sur un compte qui était l'accès au CRM interne, du coup, donc où il y avait tous les projets internes en cours, etc., les prestataires, voilà, pas mal d'infos perso dedans. Et grâce à nos outils, et ça c'est la grosse force qu'on a depuis 6 mois, 6-8 mois, c'est qu'on peut aussi faire des rebonds donc à partir du mot de passe. Souvent quand on a un leak d'infostealer, on va avoir l'URL et le mot de passe associé, mais on est capable de faire de la recherche inversée par le mot de passe, ce qui nous permet du coup de retrouver d'autres interfaces dans lesquelles voilà, ça aurait pu fuiter. Et du coup, grâce à ça, on a récupéré plein d'autres interfaces, notamment l'accès au planning interne. Il y avait toute la cartographie de gestion des risques, donc la plateforme de gestion de risque. Donc pour le coup, on était bien informé de tout ce qui se passait. Et surtout à la fin, l'accès à la solution de gestion de conformité. Donc tout ça, ça a touché quand même pas mal de monde dans l'entreprise. Et ce qui nous a permis tout de suite d'appeler le client. Il a bloqué le compte dans la foulée. Derrière, il y a une mission qui a été faite rapidement de lever de doute, voir si d'autres personnes avaient accédé tout simplement à ces domaines-là. Et pour le coup, il a eu de la chance et rien n'avait été touché. Donc plutôt. Du coup, là, en fait, grâce au module Credential Leak, qui est juste un module, il nous a permis de voir, et avec un peu plus d'analyse humaine, dire, tiens, de voir quelle application a été impactée par le leak ou pas. Deuxième. Ouais, sur la deuxième, c'est assez intéressant parce que ça fait lien entre deux modules qu'on peut avoir. Donc le module Pass Discovery, pour les plus techniques d'entre nous, c'est simplement on va faire du dir search. Donc on va tester plein d'URL, on a des word lists. C'est-à-dire qu'on va tester un /phpMyAdmin, /.env, etc. Donc du classique avec des bonnes word lists qu'on a fait maison. Et là-dessus, on tombe sur un /log avec en fait un accès direct, un index en fait, sur tous les fichiers de log qu'il y avait. On se balade un petit peu dedans, on tombe sur des fichiers de log un peu comme ceci, où on voit un UTI underscore identifiant, UTI mot de passe, donc en clair. Donc ok, bon, ça paraît un peu gros, mais on teste quand même. On va sur la passerelle d'admin, on se connecte, et là du coup on a accès à l'administration complète du site. Donc j'irai pas plus loin sur le détail, mais globalement une fois connecté, on avait accès à tous les utilisateurs, tout ce qu'on pouvait identifier. Et en plus de ça, on a trouvé une IDOR, donc un manque de contrôle d'accès, on le voit sur le petit schéma du bas, sur l'ID des demandes. Et en fait, on pouvait se balader dans toute l'application et du coup récupérer vraiment tout l'ensemble de ce qu'il y avait dans l'application, qui était quand même pas mal utilisé. Sans donner de détails. Voilà. Sachant qu'en fait, c'était quand même une application sensible dans laquelle il y avait des données à caractère personnel, etc. Et donc là, en fait, on pourrait dire, tiens, c'est une faille majeure, il faut notifier la CNIL, etc. On a fait aussi une investigation sur le serveur, qui est passé, qui a exploité ça. Et en fait, on s'est aperçu, il n'y avait que nos IP. Donc, entre guillemets, un moment, on se dit, tiens, c'est un truc assez grave, il faut que j'alerte. Là, en plus, c'était dans contexte médical. Donc, il faut que j'alerte l'Agence nationale de la santé, le CERT santé, etc. Bon, en fait, finalement, c'est un incident quand même de gravité importante, sauf qu'il n'avait pas été vu parce que c'est quelqu'un qui développait un peu à l'ancienne, etc. et autres. Il n'avait pas les bonnes pratiques de dev. C'était en plus un prestat, c'était même pas un interne. Et du coup, en remontant les choses, on arrive finalement à circonscrire entre guillemets l'incident. Personne ne l'a vu. Il y avait quand même des données du personnel médical, etc., toute l'arborescence, etc. Ça aurait pu faire même avec les syndicats, etc., dans un milieu hospitalier déjà tendu. Ça aurait pu mettre un petit coup de pression supplémentaire. Finalement, c'est un incident. En fait, ils ont décommissionné l'appli parce que c'était une vieille appli avec un prestat qui développe, comme je le disais tout à l'heure, un peu à l'ancienne. Ça fait qu'on a quand même circonscrit le périmètre grâce en fait à cette approche-là. Alors celle-ci, du coup, elle souligne plutôt un autre module, donc un peu orienté aux in, donc c'est la Code Mentions. Du coup, c'est avec tout ce qu'on va récupérer de GitHub. On va parser tout ce qui est
les nouveaux commits, etc., nouveaux utilisateurs dans GitHub, GitLab et les différents pass-bin. Et celui-ci est assez intéressant dans le sens où en fait c'était un compte GitHub d'entreprise donc qui était verrouillé. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il y a un alternant. Enfin, pour le coup, j'ai été alternant, donc je jette pas la faute, mais c'est. Oui, On a tous été alternants. pour le coup, qui a basculé le projet en public sur son compte GitHub, qui a récupéré le repo en fait, et du coup. Toute la documentation interne du coup de la segmentation du réseau et des principes et exploitations comme vous l'avez dans le titre. On a coupé pour qu'il n'y ait pas plus d'infos que ça, mais globalement nous on a fait une recherche donc, dans le repo et on a eu l'accès par exemple au mot de passe admin du Wazoo interne, plus tous les plans, toute la segmentation du réseau, etc. Donc après nous on passe pas notre temps non plus à lire toute la doc, mais on a pu du coup alerter le client qui dans la demi-heure ou dans l'heure a pu repasser le compte GitHub en privé, ce qui leur a quand même nécessité d'après de changer tous les mots de passe par précaution, etc. Mais au moins ça a pu éviter qu'il y ait plus d'impact derrière. Donc, là, on parle d'une maladresse faite humaine, ce qui arrive, etc. Parce que l'alternant, il veut faire aussi son rapport de stage, etc. Donc, il a besoin des infos. Donc, il bascule les infos de son côté pour pouvoir travailler. Il ne partait pas d'une mauvaise intention. Et donc, c'est ce genre de choses où, en fait, c'est pas facile à avoir, même si vous avez un SOC ou autre, si c'est pas chez vous, vous n'avez pas l'EDR sur le GitHub de l'étudiant. Ouais, c'est là où justement on nous pose souvent la question par rapport à un SOC, comment ça se passe. C'est vrai que le SOC est plutôt en train de regarder les logs, là où nous on va du coup être sur l'offensif et justement tester, voir ce qui est vraiment vulnérable et possible. Et ce qui fait que généralement on travaille super bien avec les SOC parce que quand on a la vision sur les deux, on arrive à être vraiment bon sur tout ce qui se passe, quoi. Alors celui-ci du coup c'est pareil, ça fait lien du coup avec deux modules. Donc le premier c'est sur le classique port discovery, donc à savoir que globalement dans l'application on fait les tests des top 1000 des ports tous les jours ou tous les 48 heures et on fait de la recherche sur les ports qu'on considère comme étant un petit peu exotique, donc les 65 000, ce qui représente beaucoup plus de temps du coup de scan. Ça on va le faire une fois par semaine et du coup là-dessus on était tombé sur un port 15 080 donc qui n'est pas forcément souvent utilisé et du coup on tombe sur une interface web, donc ok on va dessus et on tente le fameux admin qu'on pense tous que ça n'existe plus et du coup ça a fonctionné, enfin en tout cas c'était le mot de passe admin de la plateforme, on les retrouve facilement dans tous les moteurs de recherche et du coup derrière on a eu accès à l'administrateur, au compte d'admin direct et du coup à toutes les bases de données qui étaient associées avec notamment pas mal de gestion de serveurs, pareil encore une fois dans le milieu de la santé là-dessus. Donc ce que ça souligne surtout c'est que on n'est pas juste sur des modules qui vont remonter des alertes. L'idée comme disait Hicham c'est d'avoir aussi un peu d'intelligence derrière et de pouvoir faire des liens entre ces différents modules pour arriver à nos fins, ce que ferait en fait un attaquant là-dessus. Alors là, c'est un autre module aussi, c'est un autre plugin vulnérabilité en fait derrière, où là en fait on voit qu'en fait on a accès à l'interface. En fait, il utilise Guacamole. Le Guacamole, c'est un bastion open source qui est quand même plutôt une bonne pratique à faire pour pouvoir donner les accès légitimement. Sauf que voilà, là en fait l'accès était avec la config par défaut. Et on avait accès au SI en fait. Guacamole était fait pour ça, pour accéder en RDP et en SSH à quelques serveurs. Et bien là, grâce à entre guillemets cette interface là, on pouvait facilement rebondir sur le SI. Et ça, pour le coup, parce qu'on du coup, on a bien discuté avec notre client là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une version dockerisée de Guacamole, et c'est simplement en mettant à jour en fait sa version, il y a eu un souci qui a fait que ça a réinitialisé l'identifiant Guacadmin avec le mot de passe Guacadmin par défaut, et du coup, ce qui a provoqué en fait ce problème-là, et du coup, qui a pu être identifié rapidement derrière, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'était pas forcément quelqu'un qui n'avait pas les mauvaises pratiques en fait. C'était juste un concours de circonstances que, franchement, même nous, on peut en fait, entre guillemets, experts de la cyber et qui font de l'offensif, on peut aussi avoir ce type de vulnérabilité. Sauf que si on n'a pas la bonne pratique de le tester en fait et de le tester d'une manière régulière, en fait, on le voit pas. Nous-mêmes, quand on fait des pentests en interne, en fait, on trouve des failles sur notre SI. Quand on fait une campagne de phishing à des gens du Red Team, donc des gens qui font ça, etc., et on arrive à les piéger.
Donc c'est pas personne, on jette Même pas les la plus pierre anciens, en fait aux personnes. On dit non, c'est Madame Michu, etc. Mais il n'y a pas que Madame Michu qui clique. Il y a des fois des erreurs un peu qui pris unitairement, c'est on va dire, mais avec quelques circonstances, on met à jour, on comprend pas trop pourquoi, etc. Hop, on arrive, et ben on l'a pas vu, c'est le mot de passe par défaut. Allez hop. Plus de piles. Voilà, le dernier graphe, c'était plutôt pour mettre un peu, donner un peu de timing dans tout ça. Ça, c'est typiquement un autre qu'on a eu, mais qui ressemble au fichier de log qu'on avait vu. Là, pour le coup, c'était un développeur qui avait débugué une application et du coup qui avait fait sortir tout son code Python sur un fichier error.log, du coup qui n'était pas bloqué d'accès par défaut sur le serveur web. Donc les scans sont tombés dessus dans la nuit, donc à 5 heures. Nous le matin on arrive tout fraîchement après le café et on tombe du coup sur ce error.log. Donc on se dit bon, c'est sympa, on le télécharge, ça a l'air assez gros quand même. Dedans on trouve rapidement, donc pareil sans donner de détails, mais en gros on tombe sur la clé de chiffrement du coup de la base de données en clair. En fait, il avait vraiment tout exporté, tout ce qui buguait dans son programme dans ce fichier. Du coup, on avait accès aux clés d'API de passerelle de paiement, on avait les motifs, enfin bref, toute la partie métier avec les noms d'utilisateurs, numéro de téléphone, etc. Donc voilà, du joli. Et du coup, tout de suite, on a appelé on a créé l'alerte dans la plateforme, on a appelé l'établissement. Qui tout de suite a pu essayer de voir d'où ça venait, qui était le prestataire, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est un prestataire qui fait le développement, qui n'a pas forcément de plan d'assurance sécurité, etc. Donc on essaye un peu de remuer la terre entière. Là, l'application a été stoppée tout de suite. Ils ont complètement bloqué l'appli pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et derrière, on a enchaîné pareil sur une mission de levée de doute très rapide en prenant les logs du serveur web et pour voir si justement il n'y avait pas d'autres accès qui avaient été vus. Et pour le coup, encore une fois, on avait de la chance là-dessus. Il n'y a pas eu d'accès, mais voilà, ça reste... En fait, on le voit souvent dans les logs quand on fait de la réponse incident. Les attaquants passent parce qu'ils ont les mêmes outils que nous. Ils vont faire de l'automatisation, ils scannent en continu le web pour voir s'il n'y a pas du fichier un peu croustillant. Après, ils sont moins nombreux que nous et du coup, enfin moins nombreux, pas, ça se discute, mais surtout, ils n'ont pas forcément la profondeur d'aller chercher directement dans les logs, voir s'il y a des choses. Ils vont aller directement sur ce qu'il y a d'exploitable facilement et pas forcément essayer de traduire un fichier d'error log, voir s'il y a des identifiants, se connecter. C'est pas toujours le cas, donc ça nous laisse un petit peu de marge de manœuvre de notre côté pour bloquer ça. Et surtout là-dessus, on a pu éviter l'exfiltration de la base de données, du coup, comme il y avait les creds dedans. Le système de paiement, du coup, l'API, on l'a quand même testé, la clé d'API était fonctionnelle, donc pareil, on aurait pu se mettre entre et récupérer les fonds. Et puis voilà, faire tout ce qui est extorsion, spear phishing, etc., les classiques derrière, quoi. Et en fait, là, ce qui a été le plus long, c'est trouver la bonne personne, en fait. Qui est responsable souvent, en fait. On trouve le RSSI, il n'y a pas de souci, mais lui, en fait, il a une appli, mais il ne sait pas qui est le prestataire à développer. Ça a pris plus de temps, en fait. Et une fois qu'ils ont repéré, en fait, qui est le responsable, en fait, le fameux RACI, et en même temps, on ne leur jette pas la pierre, dans des contextes un peu grands, savoir qui fait quoi. La matrice, entre guillemets, ou la base de données GLPI ou autre, elle est rarement à jour. Et donc là, le plus dur, c'était de trouver qui est le bon interlocuteur et où on en était pour pouvoir en fait le décommissionner. Surtout que derrière la remédiation, comme pour l'autre, en fait, elle est assez simple. Ensuite, de mettre un fichier htaccess ou quoi pour juste pas désactiver le mode debug, log soit disponible. Donc ça va assez vite après en fait à remédier sur la plupart, en tout cas, des fuites. Ouais, quelques exemples de clients. Donc il y a aussi bien des grands groupes que des ETI. Donc on a Enedis, Clarion qui est aussi un acteur local, Energy Pool. Voilà, on travaille aussi dans le milieu de la santé pas mal. On a l'agence régionale de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes et également l'agence régionale en Normandie Santé. Voilà, protection civile. Cyril Group d'ailleurs qui est un de nos clients qui est aussi exposant ici, donc quand même une belle ETI lyonnaise, Société des Grands Paris. Là, globalement, là, on a des contextes aussi bien dans l'énergie, dans le médical, et c'est assez varié. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière quasi quotidienne, on a en moyenne 250 utilisateurs qui s'y connectent. C'est souvent des RSSI ou les gens qui bossent avec eux. Et on a plus de 35 000 assets surveillés. Là, c'est le bilan de 2025. Et avec une cinquantaine d'alertes critiques. Alors, quand on dit alerte critique, ça veut dire qu'on appelle les gens.
C'est pas on tergiverse, etc. On appelle et on demande une action immédiate et avec parfois une mise en place d'une gestion de crise. Souvent, ce qu'on fait, c'est quand il y a une alerte critique, on fait une levée de doute en même temps pour savoir si c'est quelqu'un l'a exploité ou pas. Si au bout de la levée de doute, on voit que ça n'a pas été visible, bah, ok, on descend en température et on demande l'action de remédiation. On demande que ça soit fait immédiatement. Un point important pour ceux que ça intéresse, on va faire des démos personnalisées dans nos locaux, donc ici côté Totem à Villeurbanne / Lyon côté Villette. Donc le 21 octobre, on organise une session de démos personnalisées. Par contre, les prérequis pour que les démos personnalisées, il faut qu'on ait les éléments, en fait, vos assets, ou en tout cas le nom de domaine, etc., en avance de phase pour qu'on puisse lancer, pour que le jour J, vous repartez avec, entre guillemets, le résultat de la démo et commence à discuter par rapport à vos enjeux. Donc voilà, là, il y a un petit lien, je vous invite à le renseigner. Nous, la démo, elle sera réservée, en fait, ça sera une dizaine de personnes au grand max, avec un petit atelier sur la partie CTI. Donc on ne peut pas faire des démos, parce que là, c'est vraiment, on lance nos outils, c'est du travail pour nous, derrière, avec un rapport qui sera fourni. Mais avec l'optique, c'est de vous indiquer en fait où vous en êtes par rapport à votre niveau de maturité et derrière que vous devenez client, bien évidemment. La démo de l'ère de la guerre, c'est du try and buy derrière. Mais voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur, dans nos locaux, aller à 3 km à vol d'oiseau d'ici. Et pour en dire plus sur le petit atelier qui aura en parallèle, parce qu'on ne pourra pas avoir tout le monde en même temps, ça va être normalement porté sur l'osine, donc quelques recherches en fait que tout le monde peut faire un peu au quotidien et qui permettent d'avoir des résultats assez sympas. Et là-dessus, on a une petite exclusivité aussi qui est sympa, notamment sur les recherches de mails en brouillon, deep link dans tout ce qui est Microsoft par exemple, où on arrive à faire de la recherche et parfois à récupérer des mails qui proviennent d'un environnement interne. S'ils ont été enregistrés sous certains formats, en fait ils sont indexés par Google et du coup on arrive à les identifier et récupérer aussi de l'info à travers ça avec des techniques aux int pur. En synthèse, c'est le combo gagnant. Vous avez le résultat de la démo. Et donc ça va durer une petite demi-heure, mais également vous avez un atelier en parallèle, parce qu'on ne peut pas faire les démos, parce que ça serait comme c'est sur des données confidentielles, ça sera des démos en one-to-one en fait, et donc vous serez en atelier en one-to-one, et si vous êtes en atelier one-to-one, donc vous êtes en atelier, et quand vous n'êtes pas en atelier, vous êtes en atelier OSINT en mode formation, et pour vous donner quelques éléments clés sur la partie OSINT. Donc voilà, retenez bien la date, le 21 octobre, ici à côté, donc au 70 cours Tolstoï à Villeurbanne, l'adresse exacte. Mais surtout, les prérequis, c'est vous nous donnez les éléments, on échange en avance de phase et un engagement aussi de venir, parce que globalement, nous, on travaille derrière pour avoir le rapport. Donc vous nous donnez quelques éléments macro et puis derrière, sur un petit périmètre de votre surface d'attaque externe, et nous, on essaye, parce que notre objectif, je parlais tout à l'heure d'efficience opérationnelle, c'est de vous le démontrer par l'exemple en fait et par la réalité terrain. Et voilà, parce qu'au-delà des outils et des plugins, en fait, c'est ce qui vous intéresse. Parce que si je reviens au départ, c'est les fameux 20% d'efforts qui ramènent les 80% entre guillemets d'objectifs cyber atteints. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci beaucoup tout d'abord. Vous disiez 50 alertes, c'était par jour à peu près? Pardon. Là, c'est uniquement les alertes critiques, et ça, c'est les alertes critiques depuis le début de l'année. Okay. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a appelé les gens avec qui on a fait quand même des investigations de type forensique, voilà, ce genre de choses. Donc là, je ne parle pas des alertes, on va dire, on a 4 niveaux si on utilise l'échelle de l'ANSI. Ça, c'est le niveau 1, noir. Okay. Ensuite, il y a rouge et orange et jaune, si je parle en code. D'accord. Et vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, à peu près la proportion d'événements que vous avez découverts avec votre procédure de recherche sur le dark web? Sur le dark web, en chiffres, c'est relativement faible, et heureusement, quelque part, parce que c'est notamment des fuseaux qu'on définit avec le client en début de contrat. On va faire de la recherche en fait, sur les mots-clés. Vraiment, on essaye un peu de brainstormer ensemble pour avoir des mots-clés qui soient pertinents. Et là-dessus, dark web, en fait, c'est large. Ce qu'on surveille beaucoup, c'est tout ce qui est forum d'attaquants, où en fait, on peut avoir des acteurs qui vont arriver et dire « Ok, j'ai une base de données de… Souvent, il n'y a pas le nom du client qui est cité en fait, et c'est plutôt
à dire ok, dans l'énergie, une entreprise française de telle taille dans l'énergie. Parce que pareil, ils essayent d'éviter de passer trop dans les radars. Et du coup, c'est plutôt ça qu'on va chercher à identifier dans le dark web. Donc après, des données, des chiffres clés. Par exemple, sur les 50 alertes critiques, certaines venaient de ce genre de source? Moi, j'ai pas entendu. Pardon. Pardon, excuse-moi, Hicham. Sur les 50 alertes critiques, par exemple, il y en avait quelques-unes qui étaient issues de votre détection sur le dark web, ou c'était uniquement ce que vous avez exposé en termes de... En fait, il y a plusieurs modules. Le dark web, il y a la partie leak, ça vient du dark. Il y a plusieurs plugins. Et sur les 50 vulnérabilités, certains viennent du plugin Path Discovery, l'autre du vulnerability, d'autres du leak, etc. C'est un mélange, en fait. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a abouti à cette réflexion-là. Quand on a analysé l'écosystème de cybercriminels, souvent, soit il y a eu Madame Michu ou peu importe, ou un admin qui s'est fait toper avec un compte à privilège. Bah là, c'est la porte journée ouverte, entre guillemets, pour un ransomware, ou un équipement périmétrique qui n'a pas été mis à jour, qui pose problème. Donc sur les 50, je ne sais pas s'il y a un classement, il y a un peu de tout. À vue de nez, je dirais à peine 10% sur ce qu'on montre. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent ici. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une question en termes de pricing. Je suis plus près, comme ça vous m'entendez bien. En termes de pricing, est-ce que vous êtes au nombre d'utilisateurs, nombre d'assets? Alors du coup, vu que c'est vous qui les découvrez, le prix change. Comment vous fonctionnez? C'est essentiellement effectivement avec une métrique principale, c'est le nombre d'assets et le nombre de mots-clés. Et ensuite, on pondère aussi avec, comme nous, en fait, l'objectif, c'est qu'on vend aussi pas que de l'IA, mais de l'humain. Et donc, on pondère un peu avec, en fait, la complexité, en fait, derrière. Mais la métrique de base, ça reste le nombre d'assets ou le nombre de mots-clés. Ouais, et on prend de plus en plus le nombre d'employés de l'entreprise, parce que ça donne un bon indicateur sur le nombre de leaks, par exemple. Donc on se base un petit peu sur ces données-là, et c'est pour ça qu'on aime bien aussi faire des démos personnalisées, parce que ça nous permet d'avoir un bon coup d'œil sur l'entreprise, de voir aussi le niveau de maturité, et du coup d'avoir un prix qui soit le plus juste en face, quoi. Parce que la promesse, c'est quand même qu'on y passe du temps et que ce soit, en fait, l'automatisation, elle est loin d'être à 100%. Il faut qu'on va dire, on arrive à 80% des choses qui sont automatisées, mais en fait, si on veut vraiment taper là où entre guillemets, où c'est précis, il faut qu'on ait en fait les 20% d'analyse en disant, bah là, sur ce contexte-là, là, c'est très critique pour lui, mais par contre, pour ce client-là, c'est pas critique. C'est pour ça qu'on dédie quelqu'un sur la partie relations, etc. Donc en synthèse, après pour les prix, c'est vraiment la pondération assets, mots-clés, et après on fait entre guillemets, on a les ABAC dans certains secteurs d'activité, on sait qu'ils sont matures ou pas matures, et en termes aussi d'expertise technique, on dit bah là voilà, on va aller à ce niveau-là, ça va assister, on va dire peut-être en moyenne pour lui là 15 jours par an, 15 jours hommes, etc. On essaie de pondérer avec ça. Et encore une fois, on reste une relativement petite société, donc on s'adapte aussi un petit peu en fonction des contextes de nos clients. On n'est pas un géant américain qui vend du SaaS comme ça, on s'adapte un peu aussi. Effectivement, il faut faire une analyse concurrentielle. Il y a pas mal d'acteurs nord-américains. Je pense par exemple Security Scorecard, et tout est automatisé. Vous avez une note, une classification, etc. Mais voilà, il y a même des scores qui s'appellent le Hackishness Score, donc au sens score de probabilité d'être hacké. Vous êtes à 0,9, vous êtes content ou pas, mais en fait, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que vous devez faire. Donc il y a aussi des outils qui sont 100% automatisés. Et nous, on prend en fait l'inverse de ça, c'est que on se dit, ok, c'est bien le Hackishness Score, mais ce qui est encore mieux, c'est ce qu'on lui remonte, ce qu'il faut faire et quel est, entre guillemets, ce qui est quick win à faire. En fait. Et le dernier point, c'est qu'on a quand même l'avantage du coup de pouvoir prendre des licences. On fait beaucoup de benchmarks typiquement sur les fuites. Et entre guillemets, on a le luxe de se payer des licences qui valent quand même un certain coût, et du coup de pouvoir le diviser en fait sur nos clients. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à des prix intéressants avec des bonnes sources derrière, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des gens qui sont intéressés par le 21 octobre? Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Merci.